Bienvenue à un autre podcast, CEO Wisdom Podcast. Je pense que je vais l'appeler PDG Podcast, quelque chose comme ça. Ce que je fais pas souvent, ces éditions-là en français, mais aujourd'hui, j'ai Endel Duplessis, qui est québécois et qui est à Montréal, donc il va comprendre mon français québécois. Des fois, je me sens un peu Ok, mal oui. de parler en français québécois à des Français de France. Je suis comme, est-ce que tu as compris cette partie-là? Anyway, moi puis Endel, on parlait de plusieurs sujets, fait que j'ai pensé de start le recording. Endel, c'est le CEO de H360 Ressources, PDG. C'est aussi le PDG de H360 Village. Passé beaucoup de temps chez Club Med, fait qu'on parlait de voyage. Peut-être qu'on peut commencer avec ça. Handel, si tu peux nous donner une quick introduction sur ton passé chez Club Med, puis qu'est-ce qui t'a amené à H360? OK, ben, c'est un plaisir, Charles, en premier, de pouvoir parler avec toi ce soir. Oui, toi puis moi, on pourrait le faire en anglais. Podemos hablar también en espagnol. Nosotros, mais le Yes, sir. but de ce soir, c'est que nos clients et tes clients puissent nous comprendre. Donc, on va parler en français. C'est un honneur d'être avec toi. Je te félicite de nouveau, mais en live, pour ce que tu es en train de faire. C'est géant. C'est le fun de voir des gens comme toi qui croient, qui ont des idées, qui croient, qui amènent ça au bout. Puis je pense que cet échange-là que tu as réussi à créer, il est riche pour plusieurs. Donc, bravo pour ce que tu fais. D'accord? Merci. Non, quand tu me parlais d'un peu de voyage, ben, tu sais, c'est sûr que les vies qu'on a vécues nous amènent à adorer le voyage, mais souvent les gens nous demandent comment je me considère. Moi, je suis fièrement québécois, mais avec aussi un héritage haïtien du côté de mon père, de ma mère, tu sais, aussi d'une grand-mère polonaise, de tout. Tu sais, fait que, tu sais, nous, on se sent un peu citoyen du monde. Tu sais, on est un peu citoyen du monde dans la façon dont ça se passe. Ma femme est brésilienne. Euh, on sort de toutes les couleurs dans notre famille. Donc, nous, on est vraiment multiculturel jusqu'à la racine dans notre sang également. Donc, on est comme ça. Donc, oui, le voyage, ça fait partie de nous. Je pense qu'on grandit beaucoup à travers ces expériences-là qu'on voit. Puis le voyage, pas seulement le voyage, c'est-à-dire dans des resorts et tout ça. C'est vrai que tu as parlé de Club Med, puis c'était une belle étape de ma vie. J'ai adoré cette expérience-là. Mais aussi le voyage qu'on a fait avec ma femme, on a fait premier 6 ans, 36 pays, qui était vraiment hors sentier battu. Et là, tu découvres vraiment quand tu es hors sentier battu et tout ça. Donc, on est ça. Puis à chaque endroit, ben, on amène quelque chose, c'est sûr, mais plus important, on apprend quelque chose. Puis on devient un peu l'accumulation de toutes ces petites expériences. Donc, le voyage, c'est bien. Si tu m'as demandé au Club Med ce que j'ai fait, c'était une excellente école, le Club Med. J'en parle toujours très bien. J'ai découvert des gens qui sont devenus famille. Ben, c'est drôle parce que là, en 94, je m'en vais avec un groupe, on s'en va à Cancun. On va faire toi, on se parlait du Mexique, on va faire une réunion 30 ans plus tard. On se parle toutes les semaines. C'est un groupe qu'on a maintenant, WhatsApp sont arrivés, on se parle toutes les semaines. Puis c'est vraiment, je trouve que ce qu'on a vécu là-bas, c'est un peu comme ce que les gens vivent à l'armée, sauf que nous autres, on est du côté de plus faire l'amour, de donner le plaisir de faire plaisir. Mais tu vis des expériences loin de chez toi avec des gens aussi qui grandissent. Et donc, ça fait un brotherhood, un sisterhood assez fort. Et au Club Med, je pense que moi, j'étais là-dedans plutôt pour les valeurs. Le temps que j'étais dans l'entreprise, les valeurs qu'elle portait, qui étaient vraiment où on pouvait faire une différence. Il y a la fondation du Club Med. On a pu aider beaucoup d'orphelinats, beaucoup d'écoles dans les endroits où on est parti. Et ils se sont servis de moi un peu à l'époque parce qu'ils savaient que j'avais cette fibre internationale. Donc, ils m'envoyaient en mission souvent. Donc, mission tsunami en Thaïlande. Je quitte le Mexique, je m'en vais en Thaïlande. On va aider à faire des écoles. On a fait des choses au Brésil, un peu partout, des choses extraordinaires. Donc, j'avais l'impression que on prenait des gens qui étaient un peu plus aisés et on les aidait à devenir plus humains. C'est-à-dire qu'ils venaient perdre du stress, diminuer leur stress et aussi vivre et toucher à des choses. Donc, c'est les mêmes gens qui te suivaient pendant 20, 25 ans parce qu'ils avaient touché à ce côté qui est vrai, qui est humain. Et ils revenaient, puis c'est ce qu'ils revenaient chercher quand ils demandaient ils sont où, cette gang-là, puis ils suivaient la gang. Donc, ça, j'ai aimé ça. Et où ça nous amène à aujourd'hui ce qu'on fait avec H360 ressources, c'est du recrutement international et on a une branche recrutement, une branche immigration, une branche insertion sociale, intégration, et donc accueil, intégration, insertion sociale. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est la même chose, c'est encore dans l'aide, c'est encore dans le plaisir de faire plaisir, sauf qu'on donne une opportunité à des gens qui ont moins les moyens, qui sont plus dans comment je peux améliorer mon futur.
Et donc, on les a appelés les espoirs parce qu'ils ont un espoir d'un meilleur futur. Mes parents viennent de là. Moi, mes parents sont arrivés dans les années 60 au Québec. Puis aujourd'hui, on est plus de 400 Québécois au Québec parce que c'est eux qui ont commencé, ma tante qui a commencé, qui les a ramenés eux et qui ont emmené tous leurs frères et sœurs. Et ça fait que 3 générations plus tard, 400 personnes qui ont une vie différente. Et c'est ce qu'on fait à H360. On leur permet d'avoir une meilleure opportunité de vie. Et en même temps, ça aide aussi les femmes et les hommes d'affaires d'ici, que eux, ils se retrouvent sur les manches à tous les jours, ils ont la difficulté à travailler. Et quand ces gens motivés, qualifiés, qui parlent le français arrivent ici, ben, ils sont très contents. Puis pour les autres territoires au Québec, les autres provinces au Canada, les autres territoires du Québec, on fait pour les 17 régions du Québec, mais on le fait aussi à l'extérieur du Québec. Donc, on le fait en Ontario, Alberta, Vancouver. Ben là, c'est l'anglophone, c'est le côté anglais qui prône. Donc, on s'adapte. Donc, mais il n'y a rien. Tous les semaines, c'est à peu près 20 personnes qui arrivent par semaine. Puis, je peux te dire que même si tu fais des grandes heures, tu dors bien sur tes deux oreilles parce que tu sais que tu viens de changer des vies, impacter positivement des vies. Donc, c'est ça qu'on fait. Le Med, je suis en train de checker le wiki. Je me surprends que je n'ai pas étudié Club Med ou j'ai dû l'étudier, mais j'ai comme oublié l'histoire de Club Med. Fait que, démarré en 1950 par un entrepreneur belge. Ils se seront retrouvés dans le trouble 10 ans plus tard, quasiment bankrupt. Le baron Edmund de Rothschild a visité Club Med puis a décidé de les sauver, en gros, d'investir puis d'acquérir une grande part. Ils se sont diversifiés. Ils ont relancé en 2001, ils se sont retrouvés dans le trouble encore avec les attaques du 11 septembre. Les gens voyageaient beaucoup moins. Puis là, une récente acquisition par un groupe chinois en 2015. Puis là, j'imagine qu'ils ont souffert durant la pandémie. Est-ce que tu t'as étudié la compagnie? Parce que Alors, qu'est-ce qu'ils ont créé, c'est assez fascinant au niveau culture, au niveau concept, tout ça, ils sont vraiment spéciaux. exceptionnel. Exceptionnel. Et moi, je peux bien t'en parler parce que, bon, pour plusieurs raisons. Tu as parlé de 2015. Moi, j'étais au Brésil et j'avais été sélectionné pour représenter l'entreprise du Québec, l'entreprise, les employés de Club lorsque il y avait un riche Italien qui voulait acquérir le club et se défaire de la direction du club. On avait également une entreprise, Fossum, qui a finalement gagné la plus longue OPA qu'on a eue. Ça a duré plus de 2 ans, cette OPA-là, les surenchère de la valeur du club pour la reprendre. Et le groupe Fossum qui a gagné, lui, gardait la direction et nous, bon sûr, les employés, on défendait notre direction. Donc, j'avais été appelé à représenter le groupe pour plusieurs endroits, mais aussi, j'étais là aussi au début, je peux vous dire, dans les années 90, comment ça a évolué, qu'on a eu. Mais en fin de compte, il parle de M. Blitz, mais il y a aussi M. Trigano. M. Blitz, c'est un athlète, c'est un nageur olympique. Donc, c'est un athlète et lui, il voulait. Leur but, c'était de ramener les gens ensemble. Après la guerre, ce qui s'est passé, c'était de ramener les gens ensemble. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, il y avait bien sûr Trigano, lui, il avait des tentes. Blitz avait l'idée. Il dit, toi, tu as des tentes, on peut ramener. Donc, c'est pour ça que ça a commencé dans des petites tentes, sur des petits villages, ça a évolué éventuellement au bungalow, ça a évolué, mais à un moment donné, il y avait plus de 150 km sur la planète et ils ont inventé, c'est ce que tu veux, le tout inclus. Et en même temps, ça a été étudié, tu dis que tu ne l'as pas connu, mais c'est un cas à Harvard. Les gens à Harvard ils étudient le cas Clomède. Oui, on a presque fait faillite, mais tu sais, c'est ça l'entrepreneuriat aussi. Ça monte, ça descend, puis il y a des crises, puis il y en a qui les survivent, il y en a qui ne les survivent pas. Mais après, il faut toujours qu'on appelle aujourd'hui encore plus important qu'avant. Il faut être sur tes tiptoes, sur le bout des orteils, et il faut être agile. Et je crois que le Clomède a été agile. Après ça, après ces 10 ans-là, on s'est mis, et c'est une erreur entrepreneuriale qui arrive souvent, mais on s'est venu, c'est ce qu'on fait. Si les autres n'acceptent pas, c'est leur problème. Nous, on est comme ça. Puis on ne s'est pas adapté. C'est là que ça a commencé à être plus dur. Et on perdait de la clientèle, on perdait de la course. Il y avait les Beaches de ce monde qui venaient, les Sandals de ce monde, plus de compétition qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Et cette compétition-là, c'est bon la compétition parce que ça nous permet d'évoluer. On s'est dit, écoute, non, si c'est va dans le bas de gamme, tout ça, ben, démarquons-nous dans le haut de gamme. Allons dans le haut de gamme, tout inclus. Il y a du haut de gamme où c'est pas tout inclus. Allons dans le haut de gamme, tout inclus et convivial. Parce que quand tu vas dans le haut de gamme, souvent les gens sont de là-bas, ils se regardent. Moi, je ne dirais pas les noms, mais j'ai reçu beaucoup de familles et des présidents aussi. On a reçu le président Carter plusieurs fois, Sarkozy, on a reçu des présidents, mais ce n'est pas de eux que je parle, mais des gens de la haute société qui ne veulent pas se voir nécessairement. Donc, dans le haut du gamme, souvent, on est poli, mais là-bas, les autres, puis notre gain ensemble. Mais nous, c'était l'ambition de faire du haut du gamme convivial.
Et c'est là, c'était la niche qui était partie. Donc, c'est se réinventer, c'est arrêter de penser qu'on est le meilleur et se réinventer. Donc, pour moi, ça a été une bonne école. Et dans mon entreprise aujourd'hui, ben, je prends beaucoup de cet apprentissage que j'ai fait au cours de ces 27 années au Club Med avec des équipes de direction. Ouais. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est multiculturel. Je vois des keywords ici, là, de l'immigration, peut-être ça, que t'aides les gens à se trouver des jobs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette entreprise-là? Ressources first, puis ensuite village. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Charles. Alors, H300 Ressources, c'est un groupe d'individus qui ont toute la même passion. On s'est mis là-dedans et puis on s'est dit, euh, bien sûr, parce que ce qui est passé, moi, c'est qu'en 2017, on me demande de quitter la Thaïlande pour revenir reprendre les États-Unis, le Canada, le Mexique, la République dominicaine, le Pérou, revenir prendre une zone pour voir qu'est-ce qui se passe avec la pénurie de main-d'œuvre. C'est une mission. J'étais sur une mission. Et en faisant cette mission-là, c'est la première fois que dans moi, je venais 2 semaines par année au Québec. Je venais voir ma famille, les amis, ça passait super vite, 2, 3 semaines, je repartais. Et là, en revenant, je me suis rendu compte, j'étais là peut-être 5 jours, 6 jours par mois, j'étais au Québec et je voyais cette pénurie de main-d'œuvre vraiment forte partout, où les gens avaient besoin de cuisiniers, ils avaient besoin des gens sur les terres, là. Ils avaient besoin de notre côté industriel, mécanicien, soudeur, ils avaient besoin de gens en restauration et également en hôtellerie, ils avaient besoin de gens dans le domaine de la santé. Et c'était criant. Et moi, par exemple, j'étais en République dominicaine, on avait un partenariat avec le ministère de la Santé, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Immigration, et là, on avait réussi à faire 4 800 entrevues pour engager 700 personnes. Soit nous, je me disais, on a beaucoup plus de personnes de talent qu'on a besoin et TCP. Donc, en pensant à tout ça, en voyant tout ça, je me suis dit qu'un jour, ce serait probable si c'est le temps de changer, si c'est le temps de bouger, de pouvoir avoir l'opportunité de. On n'est pas la solution, on est une des solutions. Le gouvernement canadien veut faire venir environ 1,4 million de personnes sur 3 ans, 22, 23, 20, 23, 24, 25. 1,4 million de personnes. Nous, on veut faire venir environ 5-6 000 personnes. On fait partie. Sauf que ces 5-6 000 personnes-là, on veut le faire venir d'une façon autre, plus humaine. C'est-à-dire que pendant que tu attends que ton visa est prêt, ben, on te donne 16 formations. Donc, ces 16 formations, tu sais, il y a des endroits, on n'y pense pas, mais il y a des pays que mettre l'argent à la banque, c'est pas safe pour eux de mettre l'argent à la banque. Tu sais, ils préfèrent le mettre sous un arbre ou dans un lit ou ailleurs. Mais ici au Québec, on doit leur apprendre comment c'est safe, comment ça fonctionne, l'éducation, la culture, le système de conduite. On a beaucoup de choses qu'on leur apprend, qu'on leur fait des formations, donc pendant qu'ils attendent. Et en même temps, quand ils arrivent, ces gens-là, ben, c'est dur de louer une maison à l'extérieur. Si tu écoutes, toi, je ne sais pas, tu es un peu loin en ce moment, mais si tu écoutes les nouvelles au Québec, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Canada, mais une pénurie de logements abordables également. Et ces gens-là ont des salaires pas les plus hauts. Des fois, on a des bons salaires, mais ce n'est pas toujours les plus hauts, mais plus que ce qu'ils auraient à la maison. C'est une opportunité comme mes parents l'ont pris à l'époque. Et par contre, nous, on les aide à trouver leur appartement, à s'assurer qu'ils ont des meubles qu'il faut, à faire leur première épicerie, à faire leur carte d'assurance maladie, leur carte d'assurance sociale. Donc, c'est tout le package qui arrive dedans. Et aussi, surtout, à continuer avec eux pour les aider à avoir une vie sociale, parce que pas seulement métro, boulot, dodo. Donc, ça, c'est du côté ce qu'on appelle des espoirs. Et bien sûr, les documents que tu dois préparer, ils sont nerveux. Il y a à peu près 80% d'eux, c'est la première fois qu'ils sortent de leur pays. Donc, ils n'ont pas pris l'avion, ils vont faire place à une immigration qui est quand même assez solide. Ils peuvent te demander une dizaine, une quinzaine de questions quand tu rentres. Et il y a un stress qui vient à ça, donc on les prépare à ce stress, on leur prépare un folder avec tous leurs documents. Donc, c'est vraiment les prendre par la main et les accompagner quand ils arrivent. Et en même temps, les femmes, les hommes d'affaires, on parlait de voyage, toi et moi, mais ils n'ont pas tous voyagé comme nous. Donc, c'est différent engagé à l'international qu'engagé chez nous. Bien sûr, il faut savoir qu'aussi, pour tout le monde qui ne le savent pas, les gens qui viennent travailler au Canada, ils ont des prérequis de notre gouvernement. Donc, il faut, avant de pouvoir les présenter à des entreprises, il faut qu'ils passent l'entonnoir du gouvernement canadien, bilan de bonne santé, background check criminel, tant d'années d'études dans ton domaine, tant d'années d'expérience prouvée avec des talons de chèque ou des preuves que tu as été payé dans ce talent. C'est pas de... Donc, c'est assez dur de passer l'entonnoir. Ce n'est pas tout le monde. Je te dirais que sur 5 000 candidats qu'on reçoit, ce sera 10 personnes engagées. Donc, c'est vraiment un bas ratio des personnes qui sont capables de venir. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Et, euh, et en même temps, ces employeurs-là, ben, comme ils ne connaissent pas tous ces us et coutumes à l'international, nous, on les forme sur 3 choses. On est également à une agence de formateurs agréés reconnue. Quand tu vois notre site en bas, tu vois également notre numéro d'agence et notre numéro de
ces agences. Et donc, on les forme avec des formateurs agréés sur, pour ne pas avoir rien de biaisé, comment recruter à l'international. C'est la première formation. Ensuite, on les forme en deuxième formation sur la gestion de la diversité. C'est intéressant parce que là c'est une formation que ça ouvre beaucoup les yeux des gens. On adresse l'éléphant dans la salle. Est-ce qu'ils viennent voler nos jobs? Comment ça fait? Est-ce qu'ils vont prier un autre Dieu? Est-ce qu'ils font. Il y a beaucoup de choses qu'on adresse pour préparer là, au mieux ceux qui vont les gérer et ceux qui vont travailler avec eux. Puis à la toute fin, on fait une formation sur comment se préparer pour l'intégration et l'insertion de ces gens-là dans leur entreprise et outre l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on fait en gros. Et bien sûr, il y a des gens qui font que du recrutement, il y a des gens qui font que de l'immigration, il y a des gens qui font que de l'insertion sociale. Et nous, sous un même toit, bien, on fait ces trois affaires-là. C'est quoi les prix qu'il y a à payer pour ces services-là? Alors, pour l'espoir, la personne qui vient de l'international, il n'y a pas de coût. Ils vont payer leur passeport, tu sais, ils vont payer le passeport, tout ça, mais il y a des qui doivent avoir eux, mais il n'y a pas de coût. Donc, ces gens-là, c'est pour ça que si tu vois notre réputation à l'international, on reçoit entre 13 000 et 14 000 CV par mois. C'est beaucoup, beaucoup de. Les gens, il y a un beau charret qui se fait sur ce côté-là, qui est très bien. Et du côté des hommes et des femmes, les heures d'affaires, il y a deux solutions. Outre, tu continues à recruter à chaque fois, semaine, et trouver des gens qui viennent une semaine, 2 semaines, qui repartent, qui ne sont pas motivés et tu continues. L'autre solution, c'est de dire, ben, on fait, on fait affaire à des agents de placement qui prennent entre 16 et 24. Ça a augmenté avec la pandémie. C'est plus 18 et 26 du salaire de la personne. Donc, ça te revient quand tu fais ça, dépendant de leur salaire, ça peut être entre 10 000 et 20 000 qui te prennent sur l'employé pour l'année qui va travailler avec toi ou qu'il reste. Nos prix sont bien au-delà de ça, au-dessus de ça, sont en bas de ça, mais bien sûr, il y a des coûts parce que l'employeur a des engagements, des obligations. Donc, l'employeur embarque là-dedans. Il doit bien sûr être capable, donc nous, on doit faire avec nos avocats en migration, nos consultants en migration, on doit faire la preuve que cette entreprise-là est capable financièrement d'engager ces 2, 3, 10, 30 personnes-là et d'être capable de les payer pendant 2 ans, c'est le minimum, ou des fois c'est 36 mois, c'est 3 ans. Ils sont capables de les payer sans que ces gens-là tombent sur le système social. Donc, ils doivent être capables. Ça, c'est la preuve EIMT, LMAI qu'on doit faire du côté de l'entreprise. Et on doit aussi prouver que ces candidats qu'on amène là, hors de tout doute, ils ont les aptitudes de pouvoir venir travailler ici, ils ont les qualités, ils ont les prérequis demandés par le gouvernement. Et aussi, de notre côté, on recherche des gens qui ont la motivation de venir vivre et travailler, pas de juste venir, on va essayer, ça va être le fun comme expérience, on va faire ça. On voit des gens qui veulent vraiment vivre et travailler parce qu'on sait que notre problème socio-économique, on le retrouve dans d'autres pays du premier monde, comme l'Angleterre, la France, les États-Unis, l'Australie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons candidats dans ces pays-là, il y en a également. Mais en général, ils ont quand même le même problème socio-économique qu'on a par rapport au manque à la pénurie de main-d'œuvre et tout ça. Donc, on fait attention de trouver des gens dans n'importe quel pays, que ce soit dans ces pays-là ou d'autres, ou ceux où on va, d'avoir des gens qui sont motivés. Donc, c'est ce qu'on fait et ça permet aux gens, au lieu de changer, ça coûte cher. Tu sais, quand tu dois faire du remplacement et du remplacement et du remplacement de ton token, ça coûte cher à l'employeur de faire ça. Et en plus, à un moment donné, ces bons éléments, ben, ils sont fatigués parce qu'ils sont fatigués de reformer les gens, reformer qui ne vont pas rester. Donc, en fin de compte, les gens qui font affaire à ça, qualité-prix, dans le retour, ils sont très contents parce qu'ils ont des personnes fidèles, motivées, qualifiées pour faire un métier où avant. Et puis là, ils peuvent recommencer à aller en vacances. Tu sais, ils repartent en vacances. J'avais pas pris de vacances depuis longtemps, mais je ne pouvais pas, je m'en repoussais les manches. Puis ils apprécient ce côté-là et puis ils se vivent un côté un peu des fois, souvent un peu familial parce que tu as pris ces gens-là sous ton aile. Nous, je me rappelle, c'est une dame qui s'appelait Gisèle, mais on l'appelait Tante Gigi. Mes parents, c'est elle qui a été la confidente qui a aidé ma mère dans tous ces trucs. Et ma mère, elle a commencé avec tous les petits jobs comme les autres, comme ma tante qui était professeure, mais qui ne pouvait pas être professeur. Ils ont nettoyé, ils ont fait ce que. Mais ma mère, une fois que les enfants sont partis, à 52 ans, elle est retournée aux études pour devenir médecin. Puis elle a servi le Québec ici en tant que médecin pendant une dizaine d'années en pneumologie. Puis elle a fait, tu sais, puis elle a fait, c'est des gens qui ont des aspirations, mais ont des buts qui sont prêts, qui sont motivés à faire le nécessaire pour pouvoir éventuellement aider leur famille et aider eux-mêmes. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Donc, pour les prix, les gens peuvent nous contacter, aller sur notre plateforme, H3 Centre Ressources, ils peuvent y aller, puis ils ont une consultation gratuite, puis on peut leur expliquer selon leurs besoins, ce serait quoi les prix. There you go. J'aime beaucoup l'entreprise, puis à voir si je peux
te référer certains amis mexicains ou personnes qui aimeraient immigrer au Canada parce qu'il y en a beaucoup. Fait que j'aime le modèle économique, j'aime le modèle social. Puis H360 Village, c'est une opportunité de la pénurie de logements à beaucoup. Fait que c'est vraiment cool. On garderait celle-là pour un round 2 éventuel, en personne si possible. Mais je peux te donner un Endel, petit prélude si tu veux. Je peux te donner un prélude, parce que je vois notre temps qui passe, mais je te donne un ouais, petit prélude. H60 Village en a moins de cette 30 secondes. vocation, en 30 secondes, vocation d'être le campus de la citoyenneté. C'est ça que je peux te dire en un prélude. Puis il y a des cours de franchisation quand tu es au Québec ou des cours d'anglais quand tu es ailleurs, mais c'est ça un peu. Puis sur le site, au lieu d'avoir chacun des grands appartements, tu as des plus petits appartements, mais tu as beaucoup de parties communes. Le terrain de soccer devient une patinoire où tu peux faire des échanges. Il y a des parties communes. C'est ça rapidement en 30 secondes à 60 villages. Love it. Ouais, round 2 pour ça, parce que j'ai plusieurs questions, mais j'aime le modèle aussi. Donc, in summary, Endel, où est-ce qu'on peut en trouver plus par rapport à toi niveau information? Bien sûr, l'idéal, c'est sur le site. Si on cherche de l'information sur H360 Ressources, c'est sur le site. Il y a au bas de la page, vous pouvez nous contacter pour avoir n'importe quelle question que vous avez besoin pour nous. Vous nous contactez. On vous rappelle dans cette semaine-là, dans les jours qui suivent, les heures qui suivent. Et on vous écrit, si vous êtes écrit, on vous rappelle, on contacte. Puis les consultations, c'est gratuit. Ils peuvent venir avec nous pour se renseigner. Les gens ont beaucoup de choses à découvrir. Ça commence à savoir de plus en plus. Mais on a vraiment au Canada des hommes et des femmes, des hommes d'affaires exceptionnels qui sont prêts à supporter les gens qui arrivent, qui le font d'une façon humaine. Je pense qu'on a un pays très inclusif et comparatif à plusieurs. Peut-être pas assez inclusif pour certains, c'est vrai, on n'est pas parfait, le Canada et tout ça, le Québec, mais en même temps, on est quand même, pour tous les endroits où j'ai vécu, je pense que l'égalité des sexes, c'est peut-être une des plus élevées en tant que pourcentage. C'est pas parfait encore, mais peut-être plus élevé de ce que j'ai vu. Le côté multiculturel, les opportunités. Moi, je suis fier d'élever deux filles qui sont métissées et qui vont pouvoir grandir au Canada avec des opportunités d'être ministre, s'ils veulent être ministre, etc. Comparé à d'autres pays où il n'y aurait pas cette opportunité-là. Donc, je crois que il y a ce côté-là que le Canada offre aussi dedans qui est très intéressant. Mais aussi There you go. le côté des espoirs qui est exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de reconnaissance. Je pourrais te partager. Tous les jours, j'ai des textes, des messages, des trucs qui tombent dans nos équipes. Je pourrais te partager. Puis ça ne se fait pas tout seul. Ce métier-là, c'est un métier où, tu sais, nous, on ne compte pas les heures. Je peux te dire que le gouvernement qui fait de son mieux, mais c'est des heures de 9 à 5, de 9 à 4, tu vois. Et nous, on travaille la fin de semaine, on travaille le soir parce que les vols, ils arrivent le soir, la plupart. Donc, on est là pour les accueillir le soir, la fin de semaine, la nuit. On est là avec eux beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de reconnaissance de leur part. Et ça, c'est magique. Wow, Et, man. et il y a un petit stress, il faut être honnête avec les gens. Là, le Yeah. gouvernement est sous la pression un peu des femmes et des hommes d'affaires. Ouais. Eh bien, essaie de faciliter un peu l'immigration. Mais l'immigration, c'est pas une petite bibite facile. Mhm. Donc, il y a un peu d'attente. C'est pas je m'inscris, tout ça, puis dans 2 semaines, je suis là-bas. Tu sais, c'est quelque chose qui peut durer dans la longueur, mais des fois, c'est plus rapide que d'autres. Je ne comprends pas toujours pourquoi ça a été un peu plus vite. Mais en fin de compte, c'est une petite bibite. Il faut savoir qu'il y a un peu de patience parce que c'est pas quelqu'un qui arrive demain. On appelle ça de la planification stratégique. Je Ouais. veux que mon problème, c'est pas un band-aid, un plaster qu'on met. C'est vraiment, tu planifies pour avoir des gens qui sont motivés, qui veulent travailler le soir ou la fin de semaine ou l'overtime et qui veulent aider ton modèle économique de ton entreprise. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Wow, dude. Je suis inspiré, je suis. Ouais, il faut vraiment qu'on se rencontre quand je reviens à Montréal. Tu me fais aimer le Québec de nouveau. So, j'adore qu'est-ce que j'entends. C'était Handel Duplessis, mesdames et messieurs.